248 candidats au bac technique ont passé les épreuves orales aujourd'hui. Ils seront situés sur leur sort le 14 août prochain. Et puis, plus de 17 000 candidats de l'enseignement technique et professionnel affrontent aussi les épreuves écrites. L'ex-président soudanais Omar El-Béchir comparaissait devant la justice à Khartoum avec 7 autres accusés pour le coup d'État perpétré en 1989. Le procès a été ajourné au 11 août prochain. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Ils sont 248 à frapper aux portes des écoles spécialisées dans le domaine de l'art. Ces candidats au bac artistique se sont soumis à l'épreuve orale de français aujourd'hui. Ces élèves excellent dans les œuvres humaines destinées à toucher le sens et les émotions du public par la peinture, la sculpture, la photo, le dessin, la musique, la danse. Dangui Dangui. Candidat au baccalauréat artistique série H2 avec la musique pour spécialité, Michel ressort de l'épreuve orale de français avec le sentiment d'avoir bien commencé son examen. C'était bon, je me suis débrouillé, ce qu'on a fait pendant les années, pendant les mois, même si le corona est venu, nous empêcher, mais on a bossé quand même à la maison. Grâce aux cours qu'on faisait à la RTI, à la RTI2, on a pu bosser. L'interrogateur de Michel jette ici un regard sur le niveau des candidats interrogés. Quand ils viennent, nous sentons que nos collègues ont fait un travail de fond au cours de l'année et c'est sur quelques petits détails que la différence se fait. Sinon, en général, le niveau il est assez moyen. Côté organisation des épreuves orales de ce baccalauréat artistique, rien à signaler, rassure le directeur du centre. Les épreuves ont débuté ce matin et se passent très bien. Les enseignants attendus pour l'épreuve orale de français sont là, effectivement. Nous avons pour ce centre-là 248 candidats. Tous les candidats pour le moment sont présents pour cette épreuve orale. Les épreuves pratiques auront lieu du 27 au 30 juillet et porteront sur les matières telles que dessin, diction et musique. Du côté de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est le début des épreuves écrites dans les filières industrielles et tertiaires. 1111 candidats prennent part à cet examen qui va s'achever le 24 juillet. Le reportage de Jenny Bawatara. Début des épreuves écrites des examens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, session 2020. À Bouaké, 1111 candidats, dont 598 filles, composent dans les filières industrielles et tertiaires dans 3 centres. Cette année, du fait de la maladie à coronavirus, des dispositions particulières sont prises. D'abord, il y a la distance qu'il faut respecter. Bon, il y a le port effectivement de masques, mais bien avant d'entrer dans une salle, il faut se laver les mains. Le lancement des épreuves a eu lieu au collège d'enseignement technique CET, puis au collège d'enseignement technique féminin CETF, en présence des autorités administratives et éducatives. Ces autorités encouragent les candidats. Nous l'avons demandé de se concentrer surtout sur les copies, de ne pas chercher à tricher, tel que les matières qui leur sont données sont tirées des cours qui leur ont été donnés pendant l'année scolaire et nous avons souhaité une bonne composition. Donc nous souhaitons effectivement qu'à travers ce que nous avons reçu comme consigne, à travers la formation effectivement qu'ils ont eue. Après effectivement, ce petit congé, nous souhaitons effectivement qu'il y ait un maximum d'admis. Pour les apprenants, la première matière qui est la composition française est jugée abordable. Le sujet est abordable. C'est pas trop difficile. Pour le moment, les épreuves se passent très bien. On s'en sort. Le sujet parle de la pauvreté en Afrique. Les phases écrites de cet examen prennent fin le 24 juillet et les résultats sont attendus pour le 14 août prochain. Près de 200 officiers de police et de gendarmerie ont été formés pour une meilleure sécurisation du processus électoral. Cette session de formation est co-organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ces officiers de police et de gendarmerie vont à leur tour former leurs frères d'armes sur l'ensemble du territoire. La thématique de la formation, gestion des sécurités en contexte d'élection. Ève Boué. Cadre légal et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire, sécurité en contexte d'élection, retour d'expérience sur les bonnes pratiques en Afrique de l'Ouest, police de proximité et société civile, quel type de collaboration pour une meilleure sécurité en temps d'élection, force de sécurité en contexte d'élection,
Mécanismes et dispositifs de la sécurisation des élections de 2020 en Côte d'Ivoire sont entre autres les sujets qui ont été abordés au cours du séminaire sur la gestion de la sécurité en contexte d'élection. Il se tient à Mans et constitue la dernière étape d'une série de 6 séminaires itinérants. Ce sont des officiers de la police et de la gendarmerie qui participent à ces formations. Une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile soutenue par la Fondation Konrad Adenauer. Objectif, outiller les officiers de police et de gendarmerie. Il faut permettre à nos forces d'avoir des outils qui vont leur permettre d'appréhender l'enjeu politique, géopolitique, social et réviser les mécanismes de sécurisation qui ont été décidés par les grands commandements pour ces élections à venir. Ces formations, au dit des participants, sont de bons partages d'expérience. C'est une somme d'expérience dans l'organisation des élections. Donc à travers ce cadre d'aujourd'hui, naturellement nous aurons à enrichir ce que nous avons déjà, mais surtout à bien consolider cela pour que les élections se passent dans un contexte apaisé. Et ça nous permet de préparer nos éléments pour tout ce qui concernera la sécurité pour les élections à venir. Il y a la phase préélectorale, il y a la phase électorale proprement dite et il y a la phase post-électorale. Donc ces formations-là prennent l'ensemble de tous ces volets-là. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a pour sa part indiqué que le gouvernement mettra tout en œuvre pour garantir des élections transparentes et sécurisées. D'autres formations sont prévues pour les forces de défense et de sécurité. Je voudrais vous annoncer le lancement dès le 29 juillet prochain du projet La paix par mois. Il s'agira de la formation de 675 policiers et gendarmes, la société civile locale et des leaders communautaires dans 27 localités sur les thématiques liées aux élections. Au total, ce sont près de 200 officiers de police et de gendarmerie qui ont été formés au cours de ces 6 séminaires itinérants qui se sont tenus à Abidjan, Bouaké, Korogo, Gagnoa et Mans. Séidougou sort de sa léthargie. Cette commune de la région du Kabadougou, dans le nord du pays, vient de bénéficier de plusieurs kilomètres de bitume. Ajoutez à cela la réalisation d'infrastructures qui donnent fière allure à ce département de Gbéléban. Le reportage de Soro Corona. La route précède le développement. Preuve tangible à Séidougou, commune du département de Gbéléban, région du Kabadougou. Un nouveau visage pour la localité avec l'avènement du bitume la ralliant au chef-lieu de région Odiéné. Une distance de 46 km qui pendant plusieurs décennies fut un vrai parcours du combattant. Avant, on faisait un seul voie par semaine, Gbéléban Odiéné. Or, l'arrivée du bitume fait que actuellement nous avons des départs 3 à 4 fois par jour. On faisait 4 heures, 5 heures de temps avant d'avoir accès à Odiéné. Un désenclavement à mettre à l'actif de la politique gouvernementale sur les infrastructures routières dont l'objectif vise l'amélioration de la mobilité des populations à travers le pays. Désormais à Séidougou, le bitume rime avec réalisation d'infrastructures modernes et de prolifération d'activités génératrices de revenus. Sur le plan santé, il y a beaucoup de maladies causées par la poussière. Nous ne voyons plus ça. Grâce à ce bitume, nous avons ici désormais des pâtisseries, beaucoup de kiosques, des boulangeries, même le comportement de la population a changé. Cependant, des préoccupations demeurent pour l'autorité municipale. Nous avons besoin au minimum de 5 km pour pouvoir vraiment embellir notre cité, pour pouvoir rendre propre encore davantage la belle cité de Séidougou. Séidougou est érigé en commune depuis 2005. Et entend faire partie des localités répondant à l'exigence de la modernité dans les années à venir. En Guinée, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu à Conakry lors d'une reprise de la mobilisation pour empêcher un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Le FNDC, collectif de partis, syndicats et représentants de la société civile, avait suspendu les manifestations. L'organisation avait régulièrement appelé à manifester depuis octobre pour faire barrage à une nouvelle candidature du président Condé à la présidentielle prévue en octobre. Cette trêve a été levée hier, bien que
que les rassemblements restent interdits en raison de l'état d'urgence sanitaire. Le second mandat d'Alpha Condé arrive à échéance à la fin de l'année. L'opposition est convaincue qu'il sera candidat à sa propre succession. Celle-ci a tenté de s'opposer à une nouvelle constitution soumise le 22 mars à référendum. Plusieurs manifestants réclamant la fin des coupures d'électricité et la construction d'un barrage hydroélectrique ont été blessés et arrêtés aujourd'hui dans l'est de la Guinée lors de heurts avec les forces de l'ordre. Pas de courant, pas d'élection en Guinée, pas de troisième mandat pour le président Condé, élu en 2010 puis réélu en 2015, ont scandé les manifestants. Retour en Côte d'Ivoire pour parler éducation. Bientôt 15 000 logements pour les enseignants du ministère de l'Éducation nationale. Les membres de la mutuelle des enseignants étaient réunis à Yamoussoukro. Auditorium du lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle relance ses activités. Un acte fort pour ce départ nouveau. Le toilettage des textes. Il faut que cette Assemblée générale nous permette, dans un premier temps, de pouvoir prendre la décision de procéder à la digitalisation du processus de notre mutuelle. Cela va nous permettre de sécuriser tout le processus de la mutuelle, depuis l'inscription, n'est-ce pas, du mutualiste dans sa zone jusqu'à Abidjan, depuis les prestations à la pharmacie, etc., etc. Et nous permettre, n'est-ce pas, d'implémenter avec le président du conseil d'administration une nouvelle donne, c'est-à-dire la reconnaissance faciale qui va sécuriser effectivement la mutuelle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il nous faut des manuels de procédure. Regardez une mutuelle comme la nôtre qui a fonctionné depuis 5 ans, il n'y a pas de manuel de procédure. Le manuel de procédure va mettre chacun devant les responsabilités par rapport aux tâches. Voici donc les deux grandes orientations, les deux points importants qui, n'est-ce pas, seront donc présentés devant les délégués au cours de cette Assemblée générale. La tutelle accorde beaucoup d'intérêt au bon fonctionnement de la MUPEMINET. Bonne nouvelle pour les enseignants. Le projet de logement va démarrer sans apport initial. Le terrain de 128 hectares, il se trouve à Elokato et c'est sur ce projet que sera réalisé les 15 000 premiers logements des enseignants. La chose la plus importante à retenir, c'est le coût des loyers. C'est un coût qui est relativement abordable puisqu'on y retrouve des coûts de 45 000 francs par mois, des coûts de 100 000 francs par mois, etc. Mais c'est seulement lorsque vous avez reçu votre clé, vous avez commencé à habiter effectivement à la maison, que l'on commence à vous prélever, premièrement. Et deuxièmement, sur 25 ans. Ça me paraît être un grand projet pour lequel notre État, la Côte d'Ivoire, par le biais du ministre Bruno Nabagné-Koné, a fait beaucoup d'efforts en termes d'appui. Nous allons apporter notre appui, par exemple, pour les travaux d'amener d'eau, les travaux d'amener d'électricité, les travaux d'assainissement, etc. Cette première Assemblée générale de la MUPEMINET a démarré par une minute de silence à la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au Soudan, faute de place, le procès de l'ex-président soudanais Omar El-Béchir, qui s'est ouvert aujourd'hui à Khartoum, a été ajourné au 11 août. Béchir et les 27 autres accusés sont jugés pour le coup d'État perpétré en 1989. Destitué en 2019, il encourt la peine de mort. Le procès de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir et 27 autres personnes accusées d'avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1989 s'est ouvert ce mardi à Khartoum. Omar el-Béchir et plusieurs de ses accusés risquent la peine de mort pour avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek Al-Mahdi il y a 31 ans. 3 juges sont chargés de mener ce procès inédit dans le monde arabe où jamais l'auteur d'un putsch réussi n'avait été jugé dans l'histoire récente. Béchir et les accusés se trouvent dans des cages et parmi eux figurent des militaires et des civils, parmi lesquels ses anciens vice-présidents Ali Ousmane Taha et le général Bakri Hassan Saleh. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises pour éviter tout incident. Les familles des accusés, venues en nombre, ont crié à l'arrivée des fourgons cellulaires à l'Akbar. Cependant, il y aura un grand absent à ce procès, le cerveau du coup, l'islamiste Hassan Tourabi. Ce dernier, qui a longtemps été le mentor de Béchir, est mort en 2016. Sachez que la première audience n'a duré qu'1 heure car la salle n'a pu accueillir tous les protagonistes. La Cour spéciale a formé de 3 juges à fixer au 11 août la prochaine audience.
Le niveau de remplissage du réservoir du barrage sur le Nil prévu la première année est atteint. Une réunion sous l'égide de l'Union africaine consacrée à la construction controversée d'un barrage sur le Nil. Selon un communiqué de la présidence sud-africaine, la réunion fait le point sur les progrès dans les négociations bilatérales entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. L'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte qui ont été invités à se joindre à ces négociations dans un contexte de forte tension entre les trois pays au sujet de la construction de ce barrage. L'Éthiopie juge le barrage essentiel pour son développement économique. L'Égypte, dont l'irrigation et l'eau potable dépendent à 90% du Nil, le considère comme une menace grave. L'Égypte et le Soudan, situés en aval, estiment qu'un accord global sur le barrage et notamment la manière dont il est géré doit être conclu avant que le remplissage ne débute. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.